Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la catastrophe qui touche la population d'Asie du Sud. Le bilan continue d'évoluer d'heure en heure. Ce soir, selon une dernière estimation encore provisoire, les raz-de-marée de dimanche ont causé la mort d'au moins 120 000 personnes. La planète est en deuil. Plusieurs centaines d'Occidentaux font partie des victimes. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin a annoncé un bilan provisoire de 22 morts, 244 blessés. Les autorités françaises sont toujours sans nouvelles de 560 personnes. Face à cette catastrophe humaine et sanitaire, 250 millions d'euros ont déjà été débloqués. L'aide internationale tente de venir en aide aux 5 millions de personnes sans abri. Il faut faire vite car l'eau potable manque et les épidémies menacent. Ce soir, France 2 s'associe à l'immense mouvement de solidarité des Français. Un peu partout dans le pays, on se mobilise et les grandes associations humanitaires lancent un appel aux dons, un appel que nous relayons ce soir. Toute la rédaction, bien sûr, est mobilisée. Nos envoyés spéciaux seront en direct de tous les pays sinistrés, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie ou le Sri Lanka. Déjà très éprouvés par la catastrophe de dimanche dernier, aujourd'hui, les habitants des pays sinistrés ont vécu des heures terribles. Une fausse alerte au raz-de-marée a créé des scènes de panique. En Thaïlande, par exemple, des milliers de personnes habitant le long des côtes ont fui, craignant d'être une nouvelle fois victimes des vagues meurtrières. En fait, il s'agissait de répliques du séisme qui n'ont pas eu de conséquences. Mais la situation est restée confuse une bonne partie de la journée. Ce soir, le dernier bilan en Thaïlande s'élève à 2400 morts à Khao Lak sur l'île de Phuket où se trouvait l'hôtel Sofitel. Une course contre la montre vient de commencer. Les autorités thaïlandaises veulent brûler les corps le plus rapidement possible pour éviter les risques d'épidémie. Les Occidentaux, eux, demandent du temps pour pouvoir identifier les cadavres. Voyez ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. La baie de Khao Lak a pris la vague de plein fouet. Et c'est là qu'on a trouvé la plupart des 2000 morts du raz-de-marée. Ce matin, les sauveteurs ramassaient quelques papiers d'identité de touristes allemands. Maigre récolte. Au Sofitel, où plus de 200 clients auraient trouvé la mort, on sortait un nouveau corps, celui d'un employé de l'hôtel, aspiré par une bouche d'égout. Les familles savent que le temps est compté pour identifier les corps. Elles se battent pour qu'ils ne soient pas brûlés avant qu'un prélèvement d'ADN n'ait été effectué. Or, ils sont alignés là, par 30 degrés à l'ombre. Il faut envoyer des équipes qui puissent contrôler l'ADN le plus vite possible, car tous les corps vont être enterrés rapidement et on ne saura jamais qui est qui. Peu de familles ont reconnu leurs proches sur les photos des corps exposés. Les visages ne sont plus identifiables. Elles viennent donc raconter leur drame à ce bureau improvisé qui enquête sur les disparus. Je ne trouve plus ma fille. Elle travaillait dans une pension qui s'est effondrée. Je demande à droite et à gauche si personne ne l'a vue. Des volontaires, des Thaïlandais qui veulent remercier le ciel d'avoir eu la vie sauve. Des étrangers animent ce bureau d'information pour les disparus. Je suis infirmière. Je voyage en Thaïlande depuis 15 ans. Je suis allemande et j'essaie de faire quelque chose. Je cherche surtout à rencontrer des blessés qui ont besoin de parler. Des blessés qui ont vu souvent des membres de leur famille disparaître dans les flots et qui n'oublieront pas. Chacun veut repartir avec le corps de son proche. Mais sur la plage de Khao Lak, on a commencé de les brûler. Le combat contre les épidémies est devenu une priorité. Pour la première fois, une de nos équipes a pu se rendre sur l'île de Phi Phi, située à 50 km à l'est de Phuket, toujours en Thaïlande. Les images que Christelle Bertrand et Mathieu Birden viennent de nous envoyer montrent le visage d'une île fantôme. Vu d'ici, sa beauté fait encore illusion. Mais de plus près, le chaos saute aux yeux. Sur ce qu'il reste de jeté, l'odeur est insupportable. Les navettes avec le continent se succèdent toute la journée. Dans le tourbillon, le village en bois a volé en éclats. Aujourd'hui, seuls les résidents ont le droit d'y revenir. Là, les voisins d'en face, ils étaient 4. Et ils ont disparu. Ici aussi, c'est de diving, ils ne sont plus là. Le Padouin, le vieux qui était en face, c'est fini. 7500 personnes séjournaient sur l'île.
Les locaux avancent sans hésiter un bilan qui pourrait aller jusqu'à 2000 morts, alors que les autorités en annoncent 350. D'une rive à l'autre, la vague a fait table rase du passé. On y venait du monde entier. Pour le sable blanc, la beauté des fonds marins et la convivialité. Un visage que les habitants voudraient un jour retrouver. Celui-ci estime qu'il va falloir 2 mois pour déblayer et 2 ans pour reconstruire. Mais combien de temps pour effacer le traumatisme et chasser des images d'horreur ancrées dans chacun d'entre eux qui ressurgissent à la moindre sirène? Ils se sont mis à courir en entendant la sirène des bateaux, car depuis le raz-de-marée, c'est la première alerte officielle qu'une autre vague pourrait arriver. On retrouve en direct de Phuket l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud. Bonsoir Philippe. On l'a vu il y a quelques minutes dans votre sujet, bonsoir. Les spécialistes français de l'identification ont commencé une véritable course contre la montre. Bon, Carole, je ne vous entends plus, mais je pense que vous parliez des corps qui étaient actuellement brûlés sur les plages de Phuket. Eh bien, les autorités thaïlandaises nous affirment qu'en fait, ce sont les corps de Thaïlandais et que pour brûler les corps des Occidentaux, on attendra que les prélèvements ADN soient faits. Mais il y a une certaine impatience des étrangers ici. Ils demandent notamment que des chambres froides soient installées. Or, la Thaïlande n'en possède pas. De même, elle ne possède pas de sacs en plastique, elle ne possède que des sacs en toile qui sont très dangereux pour la sécurité et pour la santé des autres personnes. Il y a ici quelques 60 à 70 personnes qui travaillent au prélèvement ADN. C'est très peu quand on sait qu'il y aurait près de 7000 corps à identifier et que cela, bien sûr, n'en est qu'à ses débuts. Merci beaucoup Philippe. Une autre équipe de nos envoyés spéciaux a pu rencontrer des Français expatriés qui vivaient sur l'île de Phuket et qui ont tout perdu. Mais ils savent bien qu'au regard de tant d'autres drames, ils sont finalement chanceux. Yann Fronty, Jacques Dubose. Il y a quelques jours encore, il y avait là des restaurants et des bars très prisés par les touristes. Aujourd'hui, ce quartier n'est plus qu'une sorte de grande décharge à ciel ouvert. Toutes les ruelles longeant le bord de mer ont été ravagées. Pas une boutique, pas un commerce n'a résisté au raz-de-marée. L'hôtel de Claude Crissé n'a pas été épargné. Aujourd'hui, ce Français essaye de sauver ce qui peut l'être. On a perdu quasiment une dizaine de chambres sur les 20 qu'on a. Tout ce qui est restaurant est quasiment hors d'état de service, quoi, donc c'est entièrement à refaire. Et là, on est en train de se demander si on va reconstruire quelque chose de neuf tout de suite ou si on va retaper ce qu'on a. 8 ans de travail anéantis en quelques minutes. Mais pour Claude, le principal est que tous ses clients s'en soient sortis sains et saufs. Alain est l'un de ces miraculés. Ensemble, ils regardent les photos que ce vacancier a prises juste après la catastrophe. Après avoir vu tout ce qui s'est passé pour tous les autres, tous les gens qui sont sur la plage, qui sont morts, qui sont mutilés, tous les gens qui ont perdu temps et leur vie et leur famille et la moitié de leur famille et qui sont restés accrochés à des coconuts pendant des heures. Bon, déjà on se dit qu'on a énormément de chance. C'est un don du ciel d'être encore là en vie. Encore en vie, un miracle. Quelques centaines de mètres plus loin, Claude a d'ailleurs tenu à nous montrer en famille ce qu'il reste aujourd'hui de la maison qu'ils habitaient le jour de la catastrophe. Ça c'était la salle de bain, ici c'était la chambre et là c'était le salon. Aujourd'hui, Claude, sa femme et sa fille n'ont plus qu'un souhait, quitter définitivement ce qui était jusqu'alors la maison de leurs rêves face à la mer pour se réinstaller très loin de la plage. Tout le centre-ville ressemble désormais à un immense chantier et il faudra encore plusieurs jours avant d'effacer les traces de ce gigantesque raz-de-marée afin de pouvoir reprendre une activité touristique essentielle pour l'économie du pays. À Bangkok, les autorités thaïlandaises se mobilisent pour donner un maximum d'informations aux familles qui sont sans nouvelles d'un des leurs. Maryse Burgot et Guillaume Fautra ont rencontré une jeune Française qui est à la recherche de sa sœur et de son bébé. Une quête éprouvante entre espoir et fatalisme. Où qu'ils soient, faites-le nous savoir. Et même si vous les avez seulement aperçus, s'il vous plaît, dites-nous-le. Nathalie est française, mais c'est dans un anglais parfait qu'elle lance en direct sur la télévision thaïlandaise son avis de recherche. Elle est arrivée ce matin en Thaïlande avec 2 amis bien décidés à retrouver les siens.
petite fille de 6 mois a disparu. Elle s'appelle Ruby Rose. Et la maman, ma sœur, Samantha Archer-Fayet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où? Dans leur chambre d'hôtel à Kaolack. C'est à l'Alliance française que nous les avons rencontrés ce matin. Tout juste débarqués d'un avion en provenance de France, ils sont en permanence en contact avec le mari de la jeune disparue. Un mari resté à Phuket parce qu'il cherche lui aussi désespérément son épouse et son bébé. On a dit à mon beau-frère qu'ils ont vu passer à la télé hier soir des images de ma sœur qui se promenait dans la rue. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on va aller voir les images pour voir si c'est une bonne piste ou pas. Au siège de cette télévision, ils vont donc visionner des heures et des heures d'antenne pour tenter de retrouver cette fameuse image aperçue par quelques témoins, une piste bien fragile. Si je la reconnais, au moins ça me donne l'espoir qu'elle puisse être vivante. Pourtant, au fil du visionnage, l'espoir s'amenuise. La direction de la chaîne décide alors de leur donner l'antenne en direct. Et après cet appel à témoins, le téléphone sonne plusieurs fois. Mais il n'en sortira finalement aucune information décisive. Des dizaines de familles de disparus errent ainsi dans les rues de Bangkok ou de Phuket à la recherche du moindre indice. En direct avec nous de Phuket, Christophe Talmet, bonsoir. Vous êtes psychologue, vous venez en aide à toutes ces familles meurtries qu'on a vues. Quel est votre travail auprès de ces familles? Elles sont forcément choquées. Je précise que je ne suis pas psychologue, mais j'appartiens à la cellule de soutien psychologique. Actuellement, effectivement, nous avons monté sur Phuket une antenne de soutien psychologique pour orienter, accueillir et écouter ces familles qui ont souffert. Et notre travail essentiel, c'est d'abord un travail d'écoute, de leur permettre de vivre cette émotion qu'ils n'ont pas toujours bien acquis, et ensuite de les orienter sur un départ éventuellement pour la France ou vers une structure du consulat pour qu'ils aient plus de renseignements sur des personnes qui les rechercheraient. Ceux qui s'en sortent ont un sentiment de culpabilité très fort? Absolument pas. La plupart des gens ont vécu ce traumatisme. Ils parlent de ce rouleau blanc qui est arrivé très vite. Pour certains, ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas senti. Mais ils vivent ça comme un événement, mais ils n'ont pas encore fait l'analyse de ce qui s'est passé réellement. Donc c'est juste un événement. Certains le vivent avec émotion, avec des pleurs, mais d'autres passent rapidement à autre chose et pensent à l'avenir. Ils n'ont pas encore tout à fait analysé. Justement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'enfants aussi victimes de cette catastrophe. Est-ce qu'ils réalisent forcément ce qui s'est passé? Pour les gens que j'ai vus, moi, sur le site où je suis à Phuket, j'ai vu des familles effectivement qui avaient perdu leur enfant, mais il y a encore un espoir pour eux de les retrouver éventuellement. Mais je ne peux pas vous dire pour autres. On a vu très peu de... En fait, on est chargé de trouver les Français et on a vu très peu de Français pour l'instant. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci. Anouk Burel et Lionel Feuerstein ont rencontré une famille qui fait partie des touristes rescapés de l'hôtel Sofitel de Kaolack. Aujourd'hui, ce couple et ses deux filles sont rentrés chez eux, toujours très choqués, mais conscients là encore de la chance qu'ils ont eue dans leur bagage. Ils ont rapporté une vidéo qui montre bien comment la plage de rêve s'est transformée en cauchemar. Dernières images d'un film de vacances. 15 jours de rêve à l'hôtel Sofitel de Kaolack. 14 000 mètres carrés de piscine et la mer, au loin. Joël et sa famille s'apprêtent à partir quand soudain... À cet instant, la famille est réunie dans sa chambre, au 3e étage. Je crois qu'on ne peut rien dire, on peut juste les regarder. C'est catastrophique. La vague était tellement forte que je ne savais pas ce qui s'était passé. C'était horrible. Les étages du dessous sont submergés. Ces baraques étaient celles des employés de l'hôtel. Les touristes qui étaient sur la plage se retrouvent projetés des mètres plus loin. Il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à notre balcon, qui ont crié, donc on les a vus et on les a remontés, tant bien que mal. On a cherché la famille suédoise qui était sur notre balcon aussi, enfin sur notre étage, nous a aidés à les monter et on les a soignés. L'eau alors commence à se retirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Il nous a fallu un certain temps avant de pouvoir reparler, on s'est assis. Et après, on a commencé à soigner tous les blessés à l'étage avec ce qu'on pouvait. 4 heures plus tard, il retrouve 13 Français de l'hôtel. Tous à ce moment ont le même sentiment. Quand la première vague est arrivée, c'était une catastrophe, c'était horrible, mais c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est quand on a vu les dégâts qu'elle avait faits, que là on a eu très peur. Et attendre une deuxième horreur comme ça, c'est ça qui fait peur. C'est le seul document filmé par des Français à l'intérieur de l'hôtel Sofitel. Les autorités thaïlandaises viennent de mettre une adresse internet et des numéros de téléphone pour tous ceux qui veulent avoir des nouvelles de leurs proches disparus ou blessés. Vous pouvez donc vous connecter à cette adresse et puis vous pouvez composer ces numéros en Thaïlande. Des interlocuteurs vous répondront en français. Nous partons à présent au Sri Lanka où l'on dénombre plus de 27 000 morts et le bilan pourrait encore s'alourdir puisque les autorités parlent de milliers de disparus. Une de nos équipes a pu survoler et se rendre sur la côte est de l'île. Là-bas, de nombreux îlots ont été dévastés, touchant une population de pêcheurs déjà très démunis. Samassoula, Vincent Lejeune. Trincomalee, au nord-est du Sri Lanka. Coupé du monde, l'aide commence à arriver. Des largages express de vivres opérés par l'armée sri-lankaise. Ici, on est loin des plages d'hôtels, ce sont des villages de pêcheurs perdus dans les marécages qui ont été balayés. À l'extrême est, nous atteignons Batticaloa. On parle ici de 6 000 morts, mais combien de disparus? Ces hommes nous interpellent, ils viennent de trouver un corps. 3 corps. On a trouvé 3 corps. Il faut nettoyer maintenant. 3 anonymes immédiatement brûlés. On ne saura jamais qui vient de disparaître sous nos yeux. Mais pas question de manipuler les cadavres, les épidémies guettent. Quelques affaires ramassées à la hâte. Personne ne peut ici se permettre d'abandonner le moindre bien sauvé. Cette femme nous explique qu'elle est à la recherche de 2 de ses proches lorsque la nouvelle arrive. C'est l'alerte. Une vague est annoncée dans l'heure. Une seule route pour échapper à l'enfer, c'est le sauve-qui-peut. Pour cela, il faut traverser le fleuve, passer ce pont interminable. Dans l'embouteillage monstre, la rumeur se propage. Cette fois, dit-on, la presqu'île sera rayée de la carte. L'exode d'une population traumatisée et la solidarité dans la peur. Celui-ci prend le temps d'avertir les bateaux. Mais il n'y a pas eu de deuxième vague tueuse. L'alerte s'est avérée fausse. Mais peu se sont toutefois aventurés à revenir sur la presqu'île. Comme ici à Batticaloa, à la nuit tombée, des dizaines de villes de la côte Est sont transformées en villes fantômes, habitées par de terribles scènes de mort. La présidente du Sri Lanka a déclaré l'état de catastrophe nationale et réclamé une aide d'urgence à la communauté internationale. La présidente, ancienne étudiante à Paris, a accordé en français une interview à Mathias Barrois dans la capitale Colombo. Ça nous a pris par surprise parce que moi j'étais en vacances à Londres avec mes 2 enfants. On n'a jamais eu des tremblements de terre dans ce pays, ni des raz-de-marée, ni des choses comme ça. On n'a pas beaucoup de désastres. On n'a pas souffert de désastres naturels, sauf de temps en temps un peu d'inondation ou une de sécheresse. Qu'attendez-vous de vos partenaires occidentaux? De l'assistance et de nous donner du courage moral. Et on en a beaucoup en ce moment. Votre pays aussi, le gouvernement français nous a envoyé tout un avion plein de choses, des médicaments, des vivres et des choses comme ça, avec une centaine de spécialistes de désastres. Et ils sont déjà dans les régions en train de travailler. La priorité, c'est de reconstruire et on a déjà commencé. Il y a pas mal d'infrastructures qui est détruites. Les maisons des gens, à peu près 100 000 maisons doivent être reconstruites. C'est la pire tragédie, désastre que mon pays a souffert. Je crois dans toute ton histoire de 25 siècles.
Oui, dans ce pays, 2 régions ont particulièrement souffert. Il y a au nord de l'île la zone sous contrôle des rebelles tamouls et puis l'extrême sud, une région difficile d'accès. Là-bas, on enterre les morts à la hâte et la population manque de tout. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Loïc Delamornay, Didier Daron. Dans ce cimetière, dont les tombes ont été éventrées par la violence des vagues, la mer vient de rejeter le corps d'une nouvelle victime. Dans ces coins perdus de la côte sud, 5 jours après la catastrophe, l'armée vient enfin d'arriver, mais avec des moyens rudimentaires. Faute d'équipement, les soldats doivent trouver dans les gravats de quoi faire un linceul. Mais aujourd'hui au moins, les militaires déchargent les habitants du sale boulot. Tenez, vous le voyez ? Difficile de le voir pourtant. Il faut malheureusement avoir un œil bien exercé pour distinguer qu'au pied de la voiture, cet amas informe est un corps humain. Il y a beaucoup de corps qui sont cachés dans des endroits inaccessibles comme celui-ci. Ça fait plusieurs jours qu'il était là, mais les habitants n'arrivaient pas à le détecter, d'où notre présence ici. Ici comme ailleurs, le bilan final des victimes est inconnu. On retrouve encore des corps sous les gravats, dans les arbres, au fond des voitures. Quant aux survivants, ils sont repartis à l'école, transformés en village d'accueil. Les salles de classe sont devenues dortoirs ou infirmeries. Les gens s'entraident, mais on manque de tout. Ici, il y a des pluies tropicales en permanence, donc on a besoin de tentes pour abriter les gens. On a aussi besoin de nourriture tout simplement, et de médicaments. Le temple bouddhiste a été transformé en entrepôt pour les quelques dons apportés par les villages voisins épargnés, essentiellement du riz et des noix de coco. Au même moment dehors, une manifestation éclate. La rumeur enfle, un policier aurait dérobé des bijoux sur un cadavre. La foule se rue au commissariat, prête à en découdre. L'officier aura bien du mal à expliquer que la rumeur est fausse. Ici, les gens ont faim, ils ont peur d'une réplique du raz-de-marée, alors les esprits s'échauffent facilement. Ce soir encore, les habitants de Matara devront se débrouiller pour passer la nuit. Ils iront dormir dans des temples comme celui-ci ou dans des lieux publics, ou chez des voisins qui ont eu la chance d'avoir une chambre épargnée. Quoi qu'il arrive, ils devront se débrouiller seuls. À Matara, il n'y a toujours aucune aide extérieure, aucune organisation non gouvernementale étrangère pour les aider. On rejoint en direct de Colombo le commandant Éric Soupra. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Vous revenez à l'instant de la zone est du pays. Alors, quel est le travail de vos équipes là-bas ? Écoutez, dès ce matin, en arrivant sur la zone, nous avons lancé nos reconnaissances sur place, à l'intérieur de la ville dans un premier temps, et nous avons complété et renforcé l'hôpital qui fonctionnait déjà par un dispensaire avec une équipe de médecins et d'infirmiers. Mais ensuite, et au même moment, on a aussi lancé nos reconnaissances sur une île qui était complètement isolée depuis la fin du tsunami et du fait de l'écroulement de 2 ou 3 piles de pont sur 350 mètres. L'accès se faisait uniquement par bateau et c'est vrai que sur place, les gens attendaient beaucoup de soins. Nous avons mis en place une urgence médicale et aussi des reconnaissances pour apporter une plus-value sur le terrain par l'envoi de tentes notamment pour abriter de nombreuses personnes. Commandant, ce matin on a appris qu'une centaine de Français étaient recherchés au Sri Lanka. Est-ce que vous avez plus d'informations ce soir à nous donner ? Oui, mais ça date depuis la fin ou le début de l'événement. 180 Français étaient recherchés au Sri Lanka. Certains d'entre eux sont rentrés directement en métropole, mais malheureusement, nous n'avons pas eu connaissance de ces informations. D'ailleurs, j'ai un message à lancer à la population qui est rentrée directement, c'est de signaler leur présence sur le territoire métropolitain au Quai d'Orsay afin de comptabiliser. Nous avons déjà retrouvé 120 personnes. Il nous manque encore malheureusement 60 personnes. Nous mettons tout en œuvre sur la côte sud et la côte est par nos actions et nos sauveteurs sur le terrain pour essayer de les repérer et les identifier afin de faire remonter à leur famille une très bonne information. Nous le souhaitons en tous les cas. Voilà, merci beaucoup, commandant, pour toutes ces précisions. Jacques Chirac a annoncé une aide de plus de 40 millions d'euros pour les pays sinistrés. Jacques Chirac qui a également souhaité un moratoire sur la dette de ces pays. Et puis une réunion interministérielle s'est tenue ce matin à Matignon sur les conséquences de cette catastrophe en Asie. Lors de cette réunion, Jean-Pierre Raffarin a lui fait un point sur la situation des victimes françaises. Alors bilan provisoire bien sûr, bilan de 22 morts, 244 blessés et d'environ 500
560 personnes dont on est sans nouvelles ce soir. Le Premier ministre s'est également rendu à Roissy pour rencontrer les rescapés qui rentraient en France. La France qui continue donc à organiser le rapatriement des Français rescapés, sains et saufs ou blessés. À chaque arrivée d'avion, les mêmes témoignages de familles choquées, mais aussi heureuses d'avoir quitté le chaos. Reportage à l'aéroport de Roissy. Laurence Deleur, François-Julien Piednoir. L'espace de quelques minutes, cette famille a frôlé la mort. Dimanche, sur une route au sud du Sri Lanka, le raz-de-marée engloutit leur véhicule. Les passagers sont bloqués à l'intérieur. Respirer au fond, en haut du véhicule, dans le reste d'air qu'il y avait. Ma fille elle me disait maman je t'aime, je t'aime. Je la poussais vers le haut pour qu'elle respire. J'ai plongé et en fait j'ai laissé tomber, j'ai fermé les yeux et je suis partie dans l'inconscient quoi. Moi j'ai respiré jusqu'au bout dans le van et après j'avais senti que la vitre avant elle était tombée. Et donc j'ai dit sortez par l'avant et je suis sortie par l'avant. J'ai plongé chercher ma femme en bas. Que j'ai remonté sur le toit. Une de mes deuxièmes filles qui était sortie lui a fait du bouche à bouche, l'a réanimée et j'ai plongé pour récupérer la deuxième et le chauffeur. Je me suis réveillée sur le toit du véhicule. J'entendais une petite voix, maman, maman. J'ai fini par me dire, il fallait pas qu'il y en ait un qui disparaisse quoi. Ce sera très difficile à oublier. Pour les proches venus à l'aéroport aujourd'hui, derniers instants d'attente et d'angoisse avant la délivrance des retrouvailles. Cette mère a vécu dimanche la pire journée de sa vie. Je n'avais aucune nouvelle, je ne pouvais pas savoir. Même la cellule de crise, je n'ai pas pu la voir. J'ai attendu 11 heures que eux puissent nous dire « Maman, nous sommes en vie ». La peur, le choc, des visions d'horreur. Là-bas, ces touristes ont vécu l'enfer, mais eux au moins en sont sortis vivants pour le plus grand bonheur de leurs proches. Je vous le disais, on est toujours sans nouvelles de 560 Français. Des centaines de familles se retrouvent aujourd'hui dans l'inquiétude. C'est le cas de celle que Martin Gouès et Rémi Poissonnier ont rencontrée. Difficile d'avoir des nouvelles quand on se trouve à des milliers de kilomètres du lieu du drame. Ce qui paraît bizarre parce que si elle a traversé... Depuis 4 jours, Emmanuel Ego et sa mère refont inlassablement sur les cartes le parcours d'Agnès en Thaïlande. Non, elle voulait aller à la plage. Elle voulait aller à la plage, de toute façon, ça c'est indiscutable. La plage, c'est Phuket. Agnès Ego aurait dû y être le 26 décembre, le jour même du séisme. Depuis son départ de Paris il y a 8 jours, aucune nouvelle. Sa personnalité plutôt sportive laisse un peu d'espoir à sa mère. C'est-à-dire qu'elle adore barouder, quoi. Aller à pied, aller voir les gens de près, vivre un peu comme eux. Donc elle a eu des petites expériences quand même, presque de survie. Hein. Comme de nombreuses familles, elles ont signalé son absence au Quai d'Orsay, à la Croix-Rouge, mais aussi sur Internet. Sur le web, en anglais, en thaï ou en français, les avis de recherche se multiplient. Partie sans tour opérateur, Agnès n'avait pas de programme très précis pour ce voyage. Elle pourrait effectivement être complètement ailleurs, ça c'est évident. Et d'ailleurs on se raccroche un peu à ça. On ne peut pas y aller sur place, ça sert à rien. Aller où? C'est trop vaste. Donc on attend. Jusque son retour prévu le 5 au matin, on est dans le doute. Autre espoir, que quelqu'un ait croisé Agnès vivante et lui dise que sa famille attend de ses nouvelles. Renaud Muselier, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, est en direct avec nous de Marseille. Bonsoir. 560 Bonsoir. Français dont on est sans nouvelles, c'est un chiffre que vous confirmez ce soir? Affirmatif, 560 personnes. On était quand même hier à près de 3000, ce qui veut dire qu'on a réussi à identifier où des personnes se sont signalées, et ce qui arrange considérablement la situation et qui nous permet de nous concentrer sur les territoires difficiles, notamment la Thaïlande, où nous avons beaucoup de nos compatriotes sur place, ou le Sri Lanka. Comment expliquer que depuis quelques jours, on ait comme ça du mal à recenser tous ces Français? Regardez le mal que l'on a à évaluer l'ensemble de la situation. On est parti au début du raz-de-marée sur 15 000 morts et on est à 120 000 victimes. Et on a aujourd'hui encore 40 000 personnes qui ont disparu. Quand vous avez des accidents comme à Khao Lak, où l'ensemble de l'hôtel est dévasté, le personnel a été englouti et où l'informatique, tous les listings ont disparu, il est très difficile après, si on n'est pas passé par un tour opérateur, de remettre la main sur les membres de l'hôtel, les touristes qui étaient là et bien entendu leur nationalité. 22 morts recensés ce soir. Sincèrement, vous pensez que ce bilan peut encore s'alourdir?
Je le crains, d'autant plus qu'au-delà des 560 personnes que l'on cherche, nous en avons 96 qui sont considérées comme des disparus engloutis. Et sauf miracle, je pense que ces personnes ne reviendront pas. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, cette fois pour parler de la coordination de l'aide internationale. Et puis pour accélérer, on l'a dit, le recensement des personnes qui seraient déjà rentrées en France. Le gouvernement demande de se signaler auprès de la cellule de crise du Quai d'Orsay, qui possède également une adresse internet qui s'affiche sur votre écran. Et puis si vous voulez plus de précisions, vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.france2.fr. Nous partons en Indonésie où le nombre de victimes a gonflé de façon inouïe. Il y aurait près de 80 000 morts dans ce pays. L'ampleur des dégâts et le manque d'infrastructures adaptées créent une situation humanitaire d'urgence. C'est la province d'Aceh au nord de Sumatra qui est la plus exposée au risque d'épidémie. Philippe Visserias. Dans un décor de fin du monde, ils cherchent les corps de leurs proches au milieu des décombres. 5 jours après la catastrophe, aucune aide n'est arrivée jusqu'ici. La plupart des survivants sont seuls avec leur détresse. C'est ma sœur. Comment s'appelait-elle? Ida. Elle avait quel âge? 21 ans. Je n'ai plus personne. J'ai perdu ma sœur et mon bébé. Il faut que je continue à vivre. Que Dieu me vienne en aide. Dans le nord de Sumatra, le paysage est le même sur des centaines de kilomètres. Des villages entiers ont été balayés. Seules les montagnes ont arrêté la progression du raz-de-marée. Il n'y a plus de route, plus de pont, impossible de ravitailler une population traumatisée. L'aide humanitaire est déposée au compte-gouttes par hélicoptère. La pénurie de carburant entrave également la distribution des vivres. À Banda Aceh, la capitale de cette région meurtrie, les réfugiés n'ont plus rien à boire et plus rien à manger. Ils s'entassent au bord des routes dans des abris de fortune. S'il vous plaît, je vous en prie, donnez-nous à manger. Nous avons tous faim. Critiqué pour la désorganisation des secours, le président indonésien a promis l'acheminement de plusieurs hôpitaux de campagne. Pour toute la région d'Aceh, un seul hôpital fonctionne encore, avec des moyens dérisoires. Dans les rues, les soldats ramassent les corps sans ménagement. En Indonésie, le bilan des victimes a presque doublé aujourd'hui. On compte 80 000 morts qu'on enterre dans des fosses communes par crainte des épidémies. L'un de nos envoyés spéciaux, Bertrand Coq, vient d'arriver dans cette zone dévastée. Bertrand Coq qui nous décrit la situation là-bas. Eh bien, la situation générale ici à Banda Aceh s'améliore un petit peu. L'électricité a été rétablie, même partiellement. En revanche, on a toujours des problèmes d'eau potable et d'approvisionnement en vivres, même si un pont aérien régional a été mis en place depuis hier. La situation sanitaire est à peu près sous contrôle. D'abord parce que le raz-de-marée, s'il a fait beaucoup de victimes, sans doute près d'un tiers de la population totale de Banda Aceh, a paradoxalement fait peu de blessés. Les gens ont terminé d'enterrer leurs morts, il n'y a plus cette odeur de charnier qui flottait sur la ville de Banda jusqu'à hier, mais les médecins n'excluent pas l'apparition d'épidémies. Ensuite, lorsqu'on se promène en ville, on constate une relative absence d'enfants et de jeunes, ce qui dans un pays où 50% de la population a moins de 18 ans est frappant et tendrait à confirmer une estimation de l'UNICEF selon laquelle les plus jeunes compteraient pour 40% du total des victimes. Si l'île de Sumatra en Indonésie a payé un si lourd tribut, c'est parce qu'elle se trouve à 150 km seulement de l'épicentre du séisme de dimanche dernier. Les habitants ont subi les conséquences à la fois des raz-de-marée, mais aussi du tremblement de terre. Patrice Pelé. 9 sur l'échelle de Richter, l'épicentre de ce tremblement de terre s'est dirigé immédiatement vers sa première proie, Sumatra. Après avoir parcouru 250 petits kilomètres, c'est une énergie colossale qui va frapper des villes côtières comme Banda Aceh, située à la pointe de l'île. La destruction de la ville va commencer par le tremblement de terre proprement dit. Il va faire tomber la majorité des habitations. Mais ce n'est qu'un début. Quelques minutes plus tard, le tsunami rentre en action, balayant et noyant ce qui reste de la ville. La seconde action destructrice. C'est dimanche à 7h58 que la vague géante est née, lorsque deux plaques tectoniques se percutent. Selon les scientifiques, la croûte terrestre à cet instant aurait bougé de 15 mètres en quelques secondes, allant jusqu'à déplacer des îles en surface.
En Inde, la priorité, c'est l'eau potable. Pour l'instant, les autorités refusent toute aide internationale et estiment pouvoir faire face seules à cette catastrophe qui aurait coûté la vie à au moins 13 000 personnes. C'est vrai que dans ce pays, la population s'est très vite organisée de façon très solidaire, comme nous le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert et Patrick Desmully. Prise d'assaut dans les ruelles de Madras, ces camionnettes d'approvisionnement indiennes. Le gouvernement préfère se passer de l'aide internationale, question de fierté, après la tragédie qui a tué plus de 12 000 habitants dans le pays. Mais ce sont surtout des particuliers qui organisent les secours. Alors du côté de ceux qui ont tout perdu, les plus pauvres comme d'habitude, la colère gronde. Aucun homme politique n'est venu nous voir, ce sont nos voisins qui nous aident. Nous mangeons leur nourriture. Nous n'avons plus de maison, on doit vivre sur le trottoir avec nos enfants. C'est difficile. Dans les rues proches des bords de mer, des familles s'installent à même le sol dans la crainte de campements prolongés, sans confort, hygiène et sécurité. Ici, tout peut nous arriver. Une attaque, un accident. Quelques officiels sont passés. Ils nous ont promis des tas de choses, mais rien n'arrive. D'autres trouvent le courage de déblayer les décombres de leur maison sur la plage. Ici, s'étendait un village de pêcheurs, 15 000 personnes. On compte aujourd'hui 300 morts. Mais ces familles ne se résignent pas à abandonner les lambeaux de leur vie passée, malgré les rumeurs d'un nouveau raz-de-marée. On a peur parce que ce matin, on nous a dit qu'il y aurait une nouvelle vague. On nous a fait évacuer le quartier. On vient juste de revenir. On nous a dit de quitter cette zone. Mais on a honte de s'asseoir sur les trottoirs de la ville. On préfère venir ici. La mer leur a tout enlevé. Ils cherchent aujourd'hui la force d'y retourner à nouveau. Reportage de Martine Laroche-Joubert que l'on retrouve en direct de Madras. Bonsoir Martine. Comment la population vit-elle cette catastrophe ? Alors, il faut dire que l'Inde a connu depuis plusieurs années de nombreuses catastrophes extrêmement graves. Entre autres, il y a eu Bhopal et puis ses empoisonnements chimiques. Il y a eu le tremblement de terre du Gujarat qui avait fait plus de 20 000 victimes. Et maintenant, le raz-de-marée. Alors, il y a non pas une résignation, mais une sorte d'habitude du malheur. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas faire pleurer les autres pays de la planète sur les tragédies de l'Inde. Il y a un sentiment de fierté nationale très fort ici. Et c'est pour ça que le gouvernement de Delhi n'a pas accepté pour le moment l'aide internationale. Il faut dire aussi que l'Inde est forte de son poids démographique, plus d'1 milliard d'habitants. En tout cas, les fêtes de fin d'année, demain, sont annulées dans toute l'Inde du Sud. Merci beaucoup Martine. Près de 5 jours après ce terrible séisme qui a touché une dizaine de pays bordant l'océan Indien, voici un bilan toujours très provisoire. 123 000 morts sur l'ensemble de la zone, près de 80 000 en Indonésie, plus de 27 000 au Sri Lanka, plus de 13 000 en Inde et 2 400 morts en Thaïlande. Sans parler des 5 millions de personnes déplacées, souvent sans abri, privées de nourriture et d'eau potable, vulnérables aux maladies. Et parmi les victimes, eh bien, on compte au moins 900 ressortissants étrangers tués. Il y aurait au moins 7000 disparus. La Suède est particulièrement touchée puisqu'elle est sans nouvelles d'environ 1 millier de ses compatriotes. Même constat pour l'Allemagne. L'Italie compte 700 disparus et la Norvège 464. Face à ces chiffres, on comprend que tout le monde entier est en deuil, et notamment l'Europe qui tente de rapatrier ses rescapés et de faire face à la catastrophe. Karine Komadzi, Nicolas Huizet. Dans la cathédrale de Stockholm, le Premier ministre et le peuple suédois se recueillent. 44 de leurs concitoyens sont morts en Asie, 1000 à 4000 manquent encore à l'appel. Les prières s'élèvent, la colère aussi. Göran Persson, le chef du gouvernement suédois, estime que les secours sur place sont lents et désorganisés. Il évoque aussi la panique de son peuple, 90 appels par seconde reçus au ministère des Affaires étrangères. 10 000 touristes anglais, 1 millier d'Allemands, 700 Italiens étaient présents en Asie. Dans les aéroports européens, chaque arrivée est un soulagement. D'autres rentrent seuls avec leurs souffrances. Alors que les recherches se poursuivent, comme ici dans cette cellule de crise à Bruxelles, le pape encourage les chrétiens à reprendre espoir en cette période de fin d'année.
L'Église autrichienne appelle solennellement les fidèles à ne pas acheter les traditionnels feux d'artifice. À Vienne, le 1er janvier sera jour de deuil national. Ce soir, Bruxelles a mis ses drapeaux en berne pour 3 jours. L'Europe n'a plus le cœur à la fête. C'est une mobilisation internationale qui s'organise progressivement. Plus de 500 millions d'euros ont déjà été débloqués, mais les besoins seront sans doute bien supérieurs. L'ONU les chiffre à près de 2 milliards. C'est sans commune mesure avec la catastrophe de Bam en Iran. Aurélia Guima, Laurent Boussier. Sucre, riz, céréales, en tout plusieurs tonnes de denrées non périssables collectées par le Programme alimentaire mondial. Ici à Colombo, l'aide commence à arriver, mais il faut maintenant l'acheminer vers les zones les plus touchées. Grâce à cette nourriture, nous allons pouvoir sauver des vies. Mais il faut faire vite pour gagner le nord, le sud et l'est du pays. Australie, Jordanie, France, Japon, Chine. D'un continent à l'autre, des avions sont en route pour fournir dans les meilleurs délais vivres, matériel médical et secouristes. Ici, en Grande-Bretagne, la mobilisation a pris une autre dimension. Spots publicitaires, affiches, sites internet appellent sans cesse aux dons, un pays où Indiens et Sri Lankais vivent en masse. La zone concernée est tellement vaste, les images que l'on voit à la télévision tellement horribles, que les Britanniques ont envie de faire quelque chose. Après l'Allemagne hier, la Grande-Bretagne vient d'annoncer qu'elle triplait les sommes allouées à l'Asie du Sud. En tout, l'aide internationale atteint désormais 550 millions de dollars. Bien peu encore face aux milliards estimés pour la reconstruction. L'ONU n'a d'ailleurs pas manqué d'épingler les États-Unis concernant le faible niveau de l'aide financière. En réponse, George Bush annonce la création d'une coalition internationale d'aide humanitaire, ce qui n'empêche pas le New York Times aujourd'hui de qualifier l'aide des États-Unis de misérable. Les organisations humanitaires françaises ont déjà débloqué des aides d'urgence, affrété du matériel de secours et multiplié les appels aux dons. Frédéric Montel, Catherine Just. Le hangar d'Action contre la faim est plein à craquer. Tous ces colis partent demain par avion. À l'intérieur, de quoi sauver des vies. Des motopompes pour offrir une eau potable aux plus démunis en Indonésie. Le raz-de-marée a complètement submergé les puits. Il faut à nouveau les curer, il faut les approvisionner en eau saine. Dans les locaux bordelais de Médecins sans frontières, pas de motopompe, mais des véhicules tout-terrain destinés à rechercher les sinistrés au Sri Lanka et en Inde. Elles arrivent directement du Japon et on les aménage, on les tropicalise en ajoutant des roues de secours, des matériaux, des radios. Des cartons comme ceux-ci, chargés d'antibiotiques et de matériel médical, Médecins sans frontières en a déjà envoyé 40 tonnes, 1 million d'euros déjà récoltés. Autre hangar, autre colis, autre produit. Le Secours islamique envoie dès ce soir des vêtements neufs et des produits d'hygiène comme du savon, fournis par des commerçants et des particuliers. On a des équipes qui nous appartiennent, donc la distribution se fera directement par nos équipes. Elle ne sera pas autrement. À chaque sonnerie, un espoir de don pour Handicap International. Ici, l'argent sert à envoyer 6 kinésithérapeutes en Indonésie. Leur objectif, soigner les nombreuses maladies respiratoires. Quand on a inhalé de l'eau de mer, on développe volontiers des affections pulmonaires gravissimes qui sont elles-mêmes cause de décès secondaires. Donc nous envoyons des kinés spécialisés en kiné respiratoire. Mobilisation sans précédent, mais les associations le rappellent, elles ont surtout besoin de dons financiers. Oui, en duplex avec nous, Jean-Christophe Ruffin, président d'Action contre la faim. Bonsoir. On a vu le formidable élan de générosité qui se manifeste partout en France. La question que l'on se pose souvent, faut-il donner de l'argent ou des dons en nature? Non, des dons en nature, sûrement pas, parce que on n'a pas techniquement le temps de trier des médicaments, des vêtements, etc. Donc il faut donner de l'argent. Je voudrais juste faire une remarque. Hein. On nous parle de centaines de millions de dollars apportés par la communauté internationale. Pour l'instant, ce sont les ONG. C'est nous qui, sur nos fonds propres, avançons les fonds pour pouvoir agir. C'est nous qui sommes là les premiers et nous avons vraiment cruellement besoin de soutien. Alors justement, ceux qui veulent donner, mais donner à qui? À quelle association pour ce type de catastrophe?
Je crois que le critère, c'est de prendre des associations qui connaissent les pays. Vous savez, on ne peut pas débarquer sur un pays, ce n'est pas la Lune, hein, le Sri Lanka ou l'Indonésie, ce sont des pays qui ont une tradition, qui ont des problèmes internes graves, des guerres civiles, etc. Je sais qu'Action contre la faim, par exemple, est présente au Sri Lanka depuis plus de 10 ans, c'est un pays que nous connaissons bien. Nous avons été en mesure, dès le lendemain du tremblement de terre, d'être sur place, puisque nous avions nos équipes déjà en place, nous avons renforcé. Je crois que c'est un critère important, c'est vraiment cette connaissance du terrain préalable. Est-ce que cette aide qui est en train de se mettre en place est sans précédent parce que la catastrophe est sans précédent? C'est une catastrophe, je dirais, du troisième type. Hein. C'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre. C'est une catastrophe du monde plein, du monde surpeuplé. Des tremblements de terre, il y en a eu depuis l'origine des temps. Mais le fait que les côtes soient aussi peuplées, le fait qu'il y ait des touristes partout, le fait qu'il y ait des marinas construites sur les baies, tout ça fait que ces catastrophes naturelles ont des conséquences incalculables. Des millions de déplacés aujourd'hui sur ces côtes, ça veut dire qu'il y a des habitats précaires partout. La catastrophe, c'est, j'allais dire, la cote d'alerte du sous-développement. Donc il faut penser derrière tout ça à la situation générale de ces pays. En quelques mots, comment coordonner toutes ces aides, toutes ces actions pour être le plus efficace possible? Vous savez, nous faisons l'essentiel dans les pays que nous connaissons bien. Je crois que les ONG se connaissent entre elles et se coordonnent entre elles. On n'a pas trop besoin d'usines à gaz pour nous coordonner. Et quand George Bush nous parle d'une coalition, qu'il la garde. Je veux dire que la question, c'est surtout de nous donner des moyens, de nous donner un soutien matériel important et surtout de ne pas essayer de politiser ou de récupérer cette aide. C'est une affaire qui aujourd'hui est une affaire de solidarité urgente et le monde humanitaire sait s'organiser, je pense. Merci beaucoup Jean-Christophe Rufin. Toutes les associations humanitaires, on l'a vu, font un appel aux dons pour faire face à cette catastrophe, on l'a dit, sans précédent. Vous pouvez les aider. Voici les adresses qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces adresses sur notre site internet france2.fr. Il y avait donc la Croix-Rouge, Action contre la faim, Fondation de France et bien d'autres adresses que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Cet élan de solidarité vient aussi de ceux qui ont vécu le drame et qui sont sortis aujourd'hui, comme cette jeune femme qui ne pense qu'à une chose, retourner dans la zone sinistrée pour apporter son aide. Thierry Curté, Philippe Jasselin. Voilà, je suis rentrée sans rien, voilà ce qu'il me reste. Un t-shirt, un peu d'huile solaire, son appareil photo. Sophie fait défiler les images, comme pour s'assurer que ce qu'elle a vécu est bien réel. Elle était sur l'eau au moment du drame et n'a rien vu. C'est à son retour qu'elle comprend l'ampleur de la catastrophe. Ce qu'elle garde de plus fort en elle, c'est le comportement des Thaïlandais à ce moment-là. Ils nous ouvraient leurs portes de leur maison, nous proposaient de rester chez eux, nous amenaient jusqu'aux aéroports. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont donné de l'argent. Et c'était pas des Thaïlandais aisés, hein, c'est les Thaïlandais qui nous accueillent. C'est ceux qui tiennent les petits magasins et qui nous attendaient avec de quoi boire, de la nourriture à outrance et qui nous distribuaient ça, quoi, tout le temps et qui nous demandaient comment on allait alors que même elles avaient perdu les membres de leur famille. Elle est partie seule, mais elle n'est pas rentrée indemne, se posant de multiples questions sur ce qu'elle aurait pu ou dû faire là-bas. J'ai l'impression d'être rentrée extrêmement vite et cela sans l'avoir décidé. J'ai l'impression d'avoir été jetée dans des avions, j'ai l'impression d'avoir laissé tellement d'horreur et de malheur derrière moi. J'ai assisté à des scènes tellement atroces de familles démembrés, de familles déchirées, de Thaïlandais qui nous ont tout donné et qui demain vont avoir des besoins terriblement importants. Ça paraît idiot ce que je dis. Retourner là-bas peut-être. C'est vrai que je m'en veux d'être là. Elle cherche d'une façon ou d'une autre à rendre ce qu'elle a reçu. C'est à ses yeux indispensable. Partout en France, les initiatives spontanées se multiplient. Personne ne reste bien sûr indifférent face à ce drame et à la douleur de familles encore dans l'attente. Des mairies, des associations de quartier se mobilisent. Éléonore Gué et Philippe Mugerin avec nos équipes en région. 10 €. Pour elle, c'est beaucoup, mais elle les donne de bon cœur. Et oui, il faut aider. Hein. Écoutez, franchement, même quand on n'a pas tellement les moyens. Hein. Depuis hier, 4 mairies de la capitale accueillent ces bureaux de la Croix-Rouge. 15 000 € donnés rien qu'aujourd'hui dans le 15e arrondissement par des Parisiens émus par les images venues d'Asie. Avec les enfants, j'ai vu, ça m'a retourné. Ça me touche. J'ai de la peine pour tout ce monde-là. Énormément. La tragédie, sans précédent, est en train de susciter un élan de solidarité exceptionnel.
On tourne autour de 50 €, 60 € en moyenne par personne. Ce qui, à l'échelle d'un budget, pour un particulier, est énorme. Fondation France, bonjour. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez faire un don par chèque bancaire. Vous libellez le chèque. Des appels incessants. Plus de 2000 dons par Internet en 48 heures. Un tel afflux que le serveur informatique de cette fondation est brièvement tombé en panne hier. L'argent financera des circuits d'eau potable, des routes ou des logements provisoires. Au niveau des appels, c'est vraiment un crescendo. Hein. Donc hier, peut-être deux centaines. Aujourd'hui, vous voyez, ça ne cesse de sonner. Donc, Appel aux dons, encore, à Mazan, dans le Vaucluse. Tous les commerçants relaient l'information, car le village a perdu 2 des siens en Asie. Et c'est une bonne idée si les gens se mobilisent vraiment, parce que c'est la seule chose qu'on peut leur apporter à la distance où on est à l'heure actuelle. À Lorient, c'est une association franco-sri-lankaise qui récupère vêtements et objets de première nécessité. Avant la catastrophe, elle envisageait seulement de favoriser le tourisme dans ce pays. Nous avons malheureusement dû commencer par un pont humanitaire, mais quand on voit la mobilisation générale, c'est un réel soulagement. Partout en France, on ne compte plus les initiatives. Ces quelques objets vendus par des enfants de Franche-Comté permettront de grossir les dons en faveur des sinistrés. Ce forain de Colmar offre 4 jours de recettes aux enfants du sud-est asiatique. Je me suis dit ça va peut-être aider, mais c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que je me suis dit? Mais si ça peut aider. Rien que via son site internet, la Croix-Rouge française a déjà collecté plus d'1 million d'euros. L'ONG estime qu'il lui en faudrait 53 millions pour faire face aux besoins humanitaires. Et parmi les initiatives spontanées, il y a celle de ce boulanger de la Marne, Christian Carl. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez décidé de faire quoi? Bah écoutez, nous sommes boulangers en campagne, on dessert 2 villages en tournée. Et ma foi, ce qu'on a décidé, c'était de reverser 1 € à la Croix-Rouge par galette vendue. Et ce, durant tout le mois de janvier, voire plus, quoi. Et ça marche? Comment c'est accueilli? Bah écoutez, il y a eu des annonces qui sont passées à la radio, on a eu des clients qui ont fait le détour par Germaine en trouvant notre action sympa. On les remercie, du fond du cœur on les remercie et on va essayer de décevoir personne et on va essayer de trouver un maximum d'argent pour remettre toute cette misère en état, quoi. On sent que vous avez... Comment? On sent que vous avez été touché par ce drame. Ça vous a vraiment fait réagir? Tout à fait, mais on ne peut pas rester insensible, c'est impossible. Écoutez, ma fille à Noël a eu 50 €, la gamine a mis 10 € dans la cagnotte. Tant mieux, je la remercie. Donc voilà, donc c'est bien accueilli par la population. Vous allez faire une opération spéciale le 31 décembre par exemple? Bah écoutez, on a été un peu pris de vitesse, on va faire le maximum, c'est tout ce que je peux dire. Les idées viendront cette nuit, on va se défoncer et puis on compte sur nos clients, sur leur gentillesse et bon, ils se reconnaîtront de toute manière, on a des clients adorables. Merci beaucoup en tout cas pour votre initiative, une initiative parmi tant d'autres ce soir en France. On retrouve justement Renaud Muselier en direct de Marseille. On ne peut que se réjouir de toute cette mobilisation. Vous avez été nommé coordinateur de l'aide d'urgence. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le volet de la solidarité qui est une solidarité individuelle. On voit bien qu'aujourd'hui tout le monde est touché, il y a eu un geste, une attention, nous sommes tous en deuil. Alors au-delà de ça, quel est le fonctionnement de l'État? Quels sont les moyens que nous avons mis à disposition dans le cadre de l'urgence? Comment nous coordonnons nos affaires avec l'Union européenne, avec les Nations Unies? Comment nous faisons en sorte qu'au-delà des moyens financiers, il y a les moyens humains? Il faut bien sûr éviter la crise après la crise. Alors l'urgence. L'urgence, elle se traite avec le personnel de sécurité civile, avec le PAM, avec tous les moyens mis à disposition immédiatement pour essayer de sauver ce que l'on peut sauver, ce que l'on peut ramener. Nos compatriotes, bien sûr, mais aussi après. N'oublions pas qu'il y a près de 120 000 personnes qui sont au soleil, qui sont morts, et qu'il faut enterrer, qu'il faut incinérer, qu'il faut reconnaître, qu'il faut rapatrier. Et au-delà de ça, il faut éviter, comme dit Jean-Pierre Raffarin, la crise après la crise. Il n'y a pas trop de problèmes de nourriture là-bas, il y a surtout un problème majeur qui est un problème d'eau et un problème d'épidémie. Il faut éviter bien sûr le choléra et toutes les épidémies qui peuvent arriver. Et nous avons à disposition une solidarité internationale, des moyens de faire
un savoir-faire français qui existe, qui est reconnu en tant que tel, avec les ONG, mais bien sûr avec aussi la Croix-Rouge, mais aussi il faut s'appuyer sur l'Union européenne qui met en place un dispositif avec l'OMS et avec les Nations Unies, de façon à ce que le PAM, l'UNICEF, le BCH puissent coordonner l'action sur ce drame, cette catastrophe qui est à l'échelle d'un continent. Merci beaucoup Renaud Muselier. On aura bien compris que tout le monde va essayer de coordonner tout cet élan et toute cette mobilisation. Merci beaucoup. Julia Delage et Annie Tribouard ont suivi le retour d'une famille partie en vacances au Sri Lanka qui vient de revenir en France. Voici leur reportage. Le plus dangereux, c'était quand l'eau elle rentrait, après elle se retirait, elle nous tirait par les pieds. On était entraînés par une force en fait, c'est pour ça qu'on s'accrochait au mur. Son histoire, la famille Doyle n'a pas fini de la raconter. J'ai la voix cassée tellement j'ai bu d'eau et de sable. Tu te rends compte, j'ai la voix complètement cassée. Étreinte, embrassade, longue, très longue. Ce sont des amis qui sont venus les accueillir à l'aéroport. Direction la maison. Ici, rien n'a bougé. Comme par réflexe, se saisir de la caméra et montrer aux amis, peut-être pour s'assurer que l'on n'a pas rêvé. Revoir ce qu'il reste de l'hôtel paradisiaque, revoir la piscine avant et après la vague. La mer s'est tirée sur 2,5 km. J'ai vu la mer revenir, direction l'hôtel, 2e étage. On s'est dit, si s'écroule, ben, on s'écroulera peut-être avec, mais... Ces images, ce sont les enfants qui les ont tournées. Une manière comme une autre d'apprivoiser un peu cette tragédie qui les a marqués à jamais. D'ailleurs, depuis lundi, le Benjamin de la famille tient un journal intime. Voilà, c'est les coupures. 27 décembre. La journée se terminait très rapidement et la nuit apparaissait petit à petit, quand j'ai entendu les premiers hélicoptères et avions qui étaient remplis de nourriture et de médicaments. Et ainsi de suite. Sullivan a noirci une dizaine de pages, pour l'instant. Et nous retrouvons toute la famille Doyle chez eux, à Elancourt en région parisienne. Bonsoir. Je suppose que vous savourez ce moment de bonheur chez vous, tous ensemble? Avec beaucoup de plaisir, madame, effectivement, parce que on n'avait pas les images comme vous de l'étendue de la catastrophe quand nous étions là-bas. Et c'est maintenant, alors que nous sommes en France, qu'on mesure la chance que nous avons eue finalement d'être ici ce soir. Et puis, on mesure l'étendue du désastre au travers de vos images. Madame, quand on rentre et qu'on a vécu un tel drame, est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce que vous avez besoin de vous confier à vos proches? Bonsoir Carole. Eh bien, tout d'abord, effectivement, on a un besoin de communiquer, mais surtout, je dirais que c'est cette joie d'être réunis ce soir tous les quatre et d'être de retour en France. Et je crois que les jours suivants vont nous permettre de récupérer. Et le fait d'être entouré par la famille, les amis, nous aide énormément. Et nous pensons beaucoup à la population du Sri Lanka et nous espérons que l'aide internationale va leur permettre de sortir rapidement de cette situation. Une question à votre fils. Est-ce que tu vas continuer à écrire ton journal intime? Oui, je vais continuer. J'ai encore au moins 5 pages à écrire. Sur ce que tu as vécu là-bas? Oui, oui. Tout ce que j'ai vécu, toutes les minutes, toutes les situations horribles, et voilà. Tu as bien réalisé ce qui s'était passé là-bas? Oui, oui, j'ai bien réalisé. Tu as eu peur? C'était dur? Ah oui, c'était très dur. Quand j'ai vu la vague arriver, j'ai eu peur d'être emportée par le courant. Et voilà. Et je me suis accrochée à mon lit, à mon mur. Et voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pendant ces 5 jours, nous avons réuni ainsi de nombreux témoignages de rescapés. Ce soir, c'est à travers leurs paroles que nous avons choisi de reconstituer le récit de ce drame quand un lieu de vacances se transforme en enfer. Des témoignages réunis par Olivier Caroff. Un monstre, jusqu'à 10 mètres de haut.
Une muraille d'eau furieuse qui veut tout broyer sur son passage et qui viendra hanter longtemps encore les rescapés. En regardant au large, on a vu cette vague qui est arrivée, cette énorme vague qui est arrivée, mais d'une vitesse phénoménale, quoi. Les pilotis sont partis littéralement à plusieurs kilomètres avec des gens dedans encore. L'horreur. Là, on a vu la mort, là. Saisie par un touriste, la déferlante qui s'engouffre partout. Elle semble presque chercher ses proies. On s'est approché, on a tiré le rideau et on a vu que l'eau était derrière la vitre et il y avait une vague qui était plus haute que nous. Et à ce moment-là, la vitre a cassé et on a été projeté au fond de la pièce avec les lits, les tables, le frigo, tout. Le séisme s'est produit vers 2 h du matin, heure de Paris, au large de l'Indonésie. En une demi-heure, il a créé la vague géante qui va d'abord se fracasser sur le nord de Sumatra. Là-bas, c'était le petit matin. La plupart des gens étaient chez eux, beaucoup dormaient encore. Le tsunami s'étend, à l'ouest vers les archipels de Nicobar et Andaman, à l'est vers la Thaïlande, direction Phuket. La veille au soir, un vacancier avait filmé son hôtel paradisiaque. Le lendemain matin, lorsqu'il rallume sa caméra, l'eau vient d'envahir le rez-de-chaussée, de submerger la piscine, et ce n'est qu'un début. En quelques minutes, les flots vont gagner le premier étage. Là, moi j'étais en haut, là, comme ça, avec le courant qui essayait de m'entraîner, quoi. Au nord de Phuket, cette côte désolée, c'est tout ce qu'il reste de la baie de Khao-Lak. Le Sofitel, composé de petits immeubles de 2 étages, a été presque entièrement submergé. C'est là que l'on compte le plus grand nombre de victimes françaises. Je sais pas comment j'ai fait pour sortir, j'ai plongé. À un moment, je suis arrivé à prendre un peu d'air parce qu'il y avait un meuble où il y avait de l'air. Et puis je suis arrivé à sortir. J'ai eu devant une chance inouïe. Beaucoup de victimes, thaïlandais comme touristes, n'ont pas pris conscience du drame qui se nouait. Vue des plages, la vague ne révèle qu'au dernier moment sa violence. En s'étendant sur l'océan Indien, elle ne perd aucune force, le Sri Lanka va le découvrir à son tour. Là, c'était une gare, des rues, une ville. À bout de force, ses enfants sont emportés. On ne sait où. Et un peu plus loin en Inde, des scènes de désolation. Un jouet et 2 photos, tout ce qu'il reste d'une famille. La vague, elle, a continué, vers les Maldives. L'eau est montée à une allure hallucinante. Et on sentait que c'était aspiré, les choses étaient aspirées vers le fond, remontées. Le tsunami n'arrêtera sa course dévastatrice que sur les rives de l'Afrique, engloutissant au passage une centaine de pêcheurs somaliens. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. Le point route, Julien Pascal. 21h15, Ruquier allume la télé, présenté par Laurent Ruquier. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Denis Jambard, directeur de la publication de l'Express. Demain, vous retrouverez Benoît Duquesne à 13h et Béatrice Schoenberg pour le week-end. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les adresses d'associations humanitaires, vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.france2.fr pour tout renseignement, pour notamment faire vos dons aux associations humanitaires. Bonne soirée à tous sur France 2. À très bientôt.